Il est 8h13. Dans un instant, on va revenir évidemment sur la composition du gouvernement et les surprises, la surprise Dati notamment dans ce gouvernement de Gabriel Attal. On va commenter ça avec l'ensemble de nos éditorialistes ce matin. Et Emmanuel Grégoire aussi, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Et évidemment qu'il y a des choses à dire, j'imagine, un peu sur Rachida Dati qui est à la mairie de Paris, principale opposante d'Anne Hidalgo. Céline Pina, bonjour. Bonjour. En ce début d'année, vous souhaitez aussi nous parler d'un livre de Timothy Snyder. C'est sur, grosso modo, les démocraties en fait dans le monde. Où allons-nous? Et il vient d'être traduit. Le titre, c'est La route pour la servitude, Russie, Europe, Amérique, qui recèle une prédiction bien sombre. De quoi s'agit-il alors? Et oui, finalement, la violence islamiste nous a conduit à privilégier une lecture du monde selon un axe nord-sud. Et avec Timothy Snyder, finalement, c'est un affrontement bien plus classique qui est remis à l'ordre du jour, l'affrontement Est-Ouest. Avec en filigrane cette question, pouvons-nous encore sauver la démocratie ? Donc pour Snyder, l'affrontement actuel qui oppose la Russie aux pays européens et aux États-Unis est lié également à la manière différente dont Russes et Occidentaux pensent la politique. Les Russes seraient dans une politique d'éternité, tandis que les Occidentaux sont dans une politique d'inéluctabilité. Dans les deux cas, nous serions dans une impasse. Alors comment on définit ces deux politiques? Alors la politique d'inéluctabilité définit le positionnement à l'Ouest. Elle conduit à penser qu'on ne peut changer les choses qu'à la marge. On ne peut agir finalement, il faut s'adapter. En Europe et aux États-Unis, par exemple, l'adaptation à la mondialisation est vue comme nécessaire, sans qu'il semble y avoir un moyen de peser sur la façon dont on peut le faire et sur les objectifs à atteindre. Finalement, jamais le but des sacrifices demandés au peuple n'est formulé et le choix des peuples apparaît peu pris en compte. On a l'exemple du référendum de 2005. Les démocraties se sont donc dépolitisées, les dirigeants ne comprennent plus l'imaginaire de leur peuple ni les passions qui les agitent. Et pire même, selon Timothy Snyder, le développement des réseaux sociaux et des fake news empêche que soit posé le rapport à la vérité, qui est indispensable à toute démocratie. Du coup, les débats tournent à l'excommunication réciproque, et en même temps que l'impuissance politique, les revendications deviennent, elles, de plus en plus radicales. D'où la pente glissante sur laquelle nous sommes engagés. Et qu'est-ce que c'est que cette politique d'éternité à propos des Russes qui caractériserait leur mentalité alors russe? Alors en fait, elle placerait le peuple dans une situation de victimisation éternelle. Pour Poutine, le destin glorieux de la Russie est empêché par les mêmes forces qui sans cesse reviennent. Et ces forces sont les forces de l'Ouest. Le temps est, selon les Russes, une sorte de cercle qui renvoie sans cesse les mêmes menaces du passé. Cela se traduit par un rêve d'empire où l'Occident est l'ennemi éternel qui empêche la Russie de faire régner l'ordre à ses frontières. Le projet impérialiste russe est donc parfaitement assumé et parfaitement menaçant puisqu'il a déterminé qui l'empêchait de se réaliser. En face, aux États-Unis et en Europe, il n'est pas pris au sérieux. Or, ce rêve identitaire dépasse les intérêts strictement économiques. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'il n'est pas compris par un Occident où les gestionnaires ont remplacé les politiques. Bon, dites-moi, l'auteur fait un constat quand même, Timothy Snyder, là, très pessimiste de notre situation. Franchement, il est vrai que le constat n'est pas riant. Mais Hölderlin disait, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Alors on va l'espérer. Ouais. La culture européenne n'est pas née d'hier. Les peuples ont des ressources. La volonté politique peut revenir. Nous n'éviterons pas l'effort. Ça, c'est ce que nous dit Snyder. Mais cet effort peut encore être fécond. Bref, la démocratie peut être sauvée. Mais d'ores et déjà, cela implique que les sociétés soient prêtes à prendre des risques pour elles. En fait, cela implique qu'elles y croient. Et pour reprendre un des termes exécrables qui pullulent dans certains titres d'articles, il faut que la démocratie redevienne inspirante. Et c'est déjà un sacré vœu pour cette rentrée. Merci Céline Pina. Il y a deux spécialistes de la géopolitique et de la démocratie en face, Jean-Baptiste Noé et Guillaume Bigot. Un mot, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste Noé? Je partage son constat, la démocratie n'est jamais acquise. La démocratie, c'est pas uniquement le fait de voter, c'est aussi la liberté de la presse, liberté éducative, la liberté de parler. Et ça, c'est un combat qui est perpétuel. Et
pour moi, les principaux ennemis sont pas tant l'extérieur, c'est pas tant la Russie et la Chine, c'est nous-mêmes. Quand vous avez un effondrement du niveau scolaire, comment est-ce que vous voulez qu'ensuite les gens élisent? Élire, ça veut dire choisir. Il faut choisir en étant un homme rationnel, en ayant un peu de culture. Donc ça, c'est un danger pour la démocratie. Également, quand vous avez des atteintes à la liberté de la presse, quand il y a des attaques aussi contre les parents qui veulent enseigner librement à leurs enfants. Ça, c'est tous ces éléments qui sont des attaques de la démocratie, qui viennent de l'intérieur même de la France. Et des attaques qui viennent aussi, ce que dit Snyder, c'est des fake news, des réseaux sociaux aussi, Guillaume Bigot. Ah, ça, c'est pas faux. Ouais. Mais ça, je prolonge ce que vient de dire Jean-Baptiste Noé, c'est-à-dire que la démocratie, c'est le pire ennemi de la démocratie, notamment de la démocratie occidentale, c'est elle-même. Le péril, il est à l'intérieur. Et c'est une vision très américaine qui charge un peu on va dire, les démocratures ou les populismes extérieurs et le Sud global qui relève la tête, qui est accusé dans ce livre. D'ailleurs, le livre a le même titre qu'un livre de Hayek en 1944. Oui. Et en fait, moi, je pense que la démocratie, elle est d'abord en péril interne. Souvenez-vous du panier des déplorables aussi dont parlait Madame Clinton. Souvenez-vous de Juncker, parce qu'on construit l'Union européenne contre la démocratie, qui disait on ne peut pas voter contre les traités. Quant à la démocratie sur le plan international, qui, sinon les États-Unis, gendarmes du monde, ont commencé par devenir des voyous eux-mêmes en attaquant l'Irak. Quant à ceux qui contestent le Brésil et l'Inde, je vous signale, ce sont des démocraties. Il n'y a pas que des régimes autoritaires qui contestent l'hégémonie américaine. Ah oui, mais il y a différents types de démocratie quand même. Quoi. Alors, en fait, elles sont à 3 niveaux, non? C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour avoir finalement tout le panel, il faudrait lier ce qu'écrit Snyder à ce qu'écrit Yascha Mounk, qui lui va complètement démolir l'idée de wokisme en expliquant que le wokisme tue la démocratie de l'intérieur. Et donc, il y aurait ces deux représentations. Pourquoi le wokisme tue la démocratie de l'intérieur? Parce qu'à la base, le wokisme, c'est plutôt d'éveiller un peu les consciences pour mettre un peu d'égalité, quoi. Alors en fait, parce qu'il empêche l'universalisme. C'est-à-dire que derrière cet éveil des consciences, on en arrive très rapidement à une forme de lutte contre les discriminations dans lesquelles les signes extérieurs les plus basiques, comme la couleur de peau, deviennent identitaires et indépassables. Et à partir du moment où vous faites de la couleur de peau, par exemple, une des bases de l'appréhension d'un individu, vous ne pouvez plus avoir de logique universaliste. Vous la tuez vous-même. Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire le délire de pureté amène à des délires de distinction qui font qu'il n'y a plus d'égalité réellement possible. Bon, on va continuer dans un instant avec vous trois. Évidemment, il est 8h20 sur Sud Radio. J'aimerais avoir votre regard sur ce nouveau gouvernement Attal. Conseil des ministres tout à l'heure à 11h. Alors, ils sont 14 pour l'instant autour de Gabriel Attal. Ce sera sans doute élargi, hein, bien sûr. Il y en a qui attendent en réserve. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit coup de barre à droite. Est-ce que c'est de la vraie droite ou pas? Vous allez me dire ça dans un instant sur Sud Radio. Il est 8h20 et les auditeurs aussi qui pourront s'exprimer tout à l'heure. Après Emmanuel Grégoire qui sera l'invité, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans une dizaine de minutes.